Bien, messieurs, dames, mes chers collègues, le quorum étant atteint, il est 18 heures, je déclare donc ouverte cette séance du Conseil municipal en vous donnant lecture des pouvoirs à ma disposition. Antoine Giasio donne pouvoir à Isabelle Wolf, Gorsan Olfa donne pouvoir à Alain Savard, René Metzinger donne pouvoir à Gérard Lins, Sylvie Ukizipali donne pouvoir à Nadine Oreillard, mais Nadine Oreillard qui voilà, elle est là, d'accord. Jean-Jacques Gottini donne pouvoir à Lucien Vigo, Christine Zatarin donne pouvoir à Pascal Frangiat-Mort, Lionel Gérard me donne pouvoir. Lionel est en réunion, je crois, du comité syndical à son travail. Ah bon, son travail, donc il va nous rejoindre en retard, donc il me donne son pouvoir pour démarrer la séance. Alors, on va désigner... Anaïs Guessot va être en retard, effectivement. Elle l'a signalé. On va désigner une ou un secrétaire de séance. Je ne sais pas où on en est. Qui veut prendre... Audrey ? Allez, Audrey, s'il n'y a pas d'opposition. C'est bien. Je vais mettre... aux voix et d'abord à discussion le compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, je peux considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition. C'est le cas, je vous remercie. Triste journée. Triste période. Que celle qui nous a vu perdre deux amis, très chers. Je parle bien entendu, vous l'aurez compris, de Lucienne Lavanou, j'ai failli dire Lulu, et évidemment, cette journée est lourde, parce qu'elle marque les obsèques de notre ami André Choisel. Triste période, puisque ça vient marquer d'un moment dramatique une histoire que nous partageons. C'est aussi l'histoire de notre ville, tout simplement. Ils y ont pris une part originale, forte. Ce sont deux personnalités fortes. Que l'on ait été d'accord avec elles ou pas, la question n'est pas là, bien entendu. Ils ont, au moment où ils ont été sollicités, ils ont répondu favorablement pour prendre leur part et leur place dans l'effort, parce que c'est toujours un effort sur soi, que d'être à la disposition des autres. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ne l'ont pas fait de n'importe quelle manière. Ils l'ont fait avec une force, une énergie, un engagement qui, vous en conviendrez avec moi, conduit au respect, pour ne pas dire à l'admiration. Dans leurs domaines respectifs, ils étaient reconnus et ils ont fait plus qu'œuvre utile. Ils l'ont fait dans des domaines qui se croisent, bien entendu, mais qui les conduisaient à agir pour favoriser l'affirmation citoyenne, pour permettre aux gens d'alimenter leur sens critique. Pourquoi dis-je cela? Parce que c'est l'une des dimensions dévolues à l'activité culturelle, que de faire que les gens s'émancipent et qu'ils aient accès à des connaissances, à des capacités qui, en dehors de cette sphère-là, est rendue plus ardue. Et lorsque Lulu en particulier a travaillé, comme on le sait, de différentes manières pour favoriser cette expression et cette diffusion culturelle, elle a contribué à faire progresser la capacité de chacun à affirmer son autonomie, sa propre liberté et évidemment agir
pour le bien commun. Lorsqu'André Choisel, alors, j'ai eu l'honneur de dire quelques mots tout à l'heure, et je dois vous dire que lorsque j'ai rédigé ce texte, pourtant je connais bien André, bien sûr, qui était un ami, et Lulu était une amie, j'ai été impressionné par la diversité de ses engagements que je connaissais pourtant. Mais lorsqu'on les met bout à bout, hein, on a parlé de la mutualité, on a parlé de l'organisation syndicale, de l'activité politique, on a parlé du CCAS, de son activité professionnelle, de son engagement en faveur des personnes handicapées, et chacun dans son domaine, et chacun élargissant le cercle de ses propres amitiés, d'ailleurs eux-mêmes étant des amis proches, je parle de Lulu et de Dédé. Chacun a œuvré avec une abnégation, une conviction chevillée au corps qui les portait à être attentifs aux autres tout simplement et surtout à ceux qui en avaient le plus besoin. Vous connaissez comme moi, enfin comme moi. En tout cas, vous connaissez Lulu et Dédé. Vous savez qu'ils n'avaient d'autres intérêts que de faire valoir l'intérêt justement des autres. Et j'insiste sur le fait que ce soit souvent l'intérêt des plus démunis et des plus pauvres. C'est ce qui caractérisait l'une et l'autre d'ailleurs. Lulu aussi était très impliqué dans ces domaines, même si Dédé a joué un rôle éminent au plan de l'action sociale. Et donc ce sont ces personnalités-là qui nous ont quittés à quelques jours d'intervalle. Et il est normal, évidemment, que j'ouvre ce conseil municipal en leur rendant un hommage qui sera, quoi qu'il puisse être dit ce soir, sera dérisoire, eu égard évidemment à la place qui a été le leur. C'est une émotion qui n'est pas déplacée, puisque l'on parle d'amis véritables. Et faire de la politique dans le bon sens du terme. Ici, nous ne faisons que de la bonne politique, c'est-à-dire celle qui vise à essayer de changer la vie, même modestement. Mais néanmoins, c'est à cela que nous sommes employés les uns et les autres, quelles que soient nos convictions respectives. Et c'est parce que c'est de la bonne politique que l'on parle de gens qui étaient si proches que nous avons l'impression, c'est plus qu'une impression, de connaître leur vie, de connaître leurs proches, et donc que nous sommes susceptibles d'être sensibles à leur départ. Donc, respect, gratitude et hommage à Lucienne Lavanou et André Choisel. Je vous demande de respecter une minute de silence. Je vous remercie.
Bien, j'avais informé de la venue décalée de Lionel, mais il nous a rejoint en temps et en heure, et c'est le cas aussi d'Anaïs Guessot, donc. Bien, je vous propose d'engager sans plus attendre l'ordre du jour, les conseils. Le premier point porte sur une question qui a déjà fait l'objet d'échanges au sein de notre Assemblée et qui va nous permettre de progresser de manière rapide vers la réalisation et la concrétisation d'un projet qui ne cesse d'apparaître comme, j'allais dire, vertueux, en tout cas éminemment positif. Je parle de la maison de Luxembourg. Positif dans quel sens? Je serais tenté de dire dans tous les sens. Posé. Maison du Luxembourg, parce que c'est un enjeu qui, pour ne pas être totalement nouveau, et prend néanmoins une dimension de plus en plus forte, au fur et à mesure que l'on avance. Je rappelle que ce sont quelques 8000 salariés de notre bassin. Les chiffres ne sont pas précis à l'unité près, c'est pas l'intérêt, mais quelques 8000 personnes salariées actuellement au Luxembourg qui partent de notre bassin, et c'est un chiffre, nous l'avons à l'esprit, qui est appelé à évoluer rapidement, puisque le taux de salarisation vers le Luxembourg est aujourd'hui sur un rythme d'augmentation plus fort que celui constaté sur le bassin languedocien pour une raison évidente. Les salariés utiles au Luxembourg sont déjà, dans leur grande masse, présents sur le territoire luxembourgeois. En disant cela, je ne dis pas que le Luxembourg constitue pour nous l'alpha et l'oméga. C'est l'inverse. Le Luxembourg est une opportunité qu'il nous faut avoir l'intelligence de saisir et de la concevoir comme un atout supplémentaire. C'est à cela que doit servir la Maison du Luxembourg. Un atout supplémentaire pour les salariés qui vont au Luxembourg, pour les travailleurs frontaliers qui ont besoin évidemment d'accéder à des informations, qui ont besoin de nous dire leurs questionnements, qui ont besoin d'être soutenus, accompagnés. Un atout supplémentaire dans la relation que nous pouvons instruire au fil du temps avec les autorités luxembourgeoises, qui transite d'ailleurs dans un premier temps par la relation, et je salue celle-ci parce qu'elle est d'ores et déjà bien impliquée et bien impliquante, avec la Maison du Luxembourg de Thionville. Je salue et remercie la députée maire, Madame Gromersch, de Thionville, qui a su dès les premiers instants entendre, comprendre et s'inscrire dans la dynamique que nous voulons impulser. Donc je ne peux que l'en remercier, et elle est prête à continuer à aider, en particulier en termes de formation. Mais je dis, ce n'est pas l'alpha et l'oméga parce que nous sommes dans une situation remarquable. J'ai déjà eu à m'exprimer sur le sujet. Je préfère être sous la double influence messine et luxembourgeoise que de n'être que sous l'influence luxembourgeoise. Il suffit de voir les dégâts que cela peut causer sur le nord du pays pour comprendre l'enjeu. Donc c'est cette double influence qu'il faut évidemment préserver et alimenter en veillant à ce que, de manière endogène, nous ayons évidemment des capacités de développement économique reconnues et à défendre, ce qui est le cas, puisque à l'inverse de ce que l'on croit, bonsoir Sylvie, à l'inverse de ce que l'on croit, ce sont près de 50% des salariés de notre près de 50% des salariés vivant sur notre territoire ont une activité professionnelle sur notre territoire. Donc nous ne sommes pas sur un territoire vide ou vierge de toute activité économique, c'est l'inverse. Et c'est donc ce triptyque-là qu'il va falloir continuer à alimenter. Alors tout ça, j'ai voulu rappeler en quelques mots l'assise sur laquelle nous fondons la démarche avec nos amis de Briey. C'est cela aussi l'originalité de ce projet depuis le départ. Et c'est l'objet de la délibération qui est soumise au Conseil de ce soir, c'est-à-dire la signature de ce qu'on appelle une entente
entre nos villes de Briey et Jeuf. Une entente, pourquoi cette formule? Parce que c'est la plus simple, la plus souple qui existe dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, qui semble la plus adaptée, parce qu'en même temps, elle permet une évolution facile et rapide de la dite entente. L'objectif, c'est que ce n'est pas que cette volonté-là soit affichée et portée par les seules villes de Jeuf et de Briey. L'objectif est que rapidement, ce soit un aspect qui soit pris en compte, en charge, par le bassin lui-même, c'est-à-dire là où les communautés de communes qui seraient concernées. Donc une entente qui n'a pas vocation à durer longtemps. Elle a vocation à affirmer une idée, un projet, à le mettre en musique, en quelque sorte, à en donner les premières notes, mais très vite, elle a vocation à passer le relais aux communautés de communes, d'aujourd'hui ou de demain, puisque vous savez bien qu'il y a des questions relevant de la loi Notré. Voilà en quelques mots. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de cette entente, Briey-Jeuf. Et je veux ici à nouveau, mais vous le savez, me réjouir de la qualité des relations et des rapports que nous entretenons avec nos amis de Briey, et les rapports personnels qui, vous savez, sont aussi marqués d'une vraie et profonde amitié avec Guy Vattier. Et je me réjouis que ça puisse être utile à nos deux villes. Donc, création d'une entente et de désigner en son sein 3 élus composant la commission spéciale jovicienne. Il y aura 3 élus de Briey, 3 élus de Jeuf pour constituer cette commission qui va évidemment être le lieu où se discutera les conditions de développement de l'entente. Et à chaque fois, évidemment, que nécessaire, ce sont les conseils municipaux, c'est une obligation, parce que la commission dont je parle n'a pas de pouvoir en dehors des délibérations que les conseils municipaux sont appelés à prendre, ce qui donne aussi une obligation de retour permanent et de transparence totale. Donc voilà, les propositions qui sont faites, vous avez reçu les éléments. Voilà, messieurs, dames, avis sur la question de la création de la Maison du Luxembourg et de l'entente qui la suppose. Monsieur Savard. Oui, sur ce sujet, notre vote, le vote de notre groupe, sera positif dans l'optique d'un travail résolu pour que les communautés de communes, donc un périmètre beaucoup plus large, prennent en compte cette opération. Donc on commence effectivement par 2 villes, pourquoi pas, mais l'objectif doit être celui qui a été évoqué, mais résolument et rapidement. La mise en œuvre doit être d'un élargissement vers les communautés de communes. Dans ce sens-là, notre vote sera positif. Qui d'autre? Personne. Alors, il nous faut 2 choses. D'abord, il faut que l'on adopte l'idée de l'entente. Cela peut se faire évidemment comme d'habitude à main levée. Et ensuite, il faut désigner les 3 délégués de notre conseil municipal. Donc, il faudra, c'est pour ça que nous avons installé un isoloir et une urne. Donc, nous allons procéder au vote de ces 3 représentants. D'abord, sur la création de l'entente, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, donc c'est l'unanimité. D'autre part, donc, l'élection des 3 délégués. Nous avons une proposition. Oui. Il y en a donc, déjà. en réunion de notre groupe, il y avait de nombreux candidats. Donc, nous avons 3 noms à donner. Françoise Berg, Pascal Franjamor, et la personne qui est à la genèse de ce projet, Jean-Louis Canon. Et y a-t-il d'autres candidats? Personne?
mettre oui ou non, peut-être, sur le nom, plutôt que de prendre le nom des candidats? Bien. Je repose la question, il n'y a pas d'autres candidatures. Il ne faudrait pas que quelqu'un se sente frustré après que l'on ait voté. La frustration, il n'y a rien de pire. Un cas particulier où il faut un vote à bulletin secret, une entente. Juste une observation. Le groupe majoritaire, bon, c'est bien qu'il soit majoritaire. Étant majoritaire, il aurait pu se dire, bon, ben, avec 2 candidats sur 3, c'est bien, et on laissait une possibilité à quelqu'un qui ne fait pas partie de la majorité de se présenter. Comme ça n'est pas le cas. Monsieur Savard, permettez. Notre groupe votera blanc. Voilà. Monsieur Savard, ça fait 3 fois que je lance un appel pathétique à la candidature. Je ne sais pas comment faire pour me faire comprendre. Il y a un groupe, Monsieur Savard. Ça fait 3 fois que je lance un appel pathétique à la candidature. Un groupe fait une proposition de 3 noms. Je réitère depuis tout à l'heure cet appel que je qualifie de pathétique. Rien ne vient. Comment il faut que je fasse? Y a-t-il ou pas d'autres candidatures? Alors, je réitère aussi mon propos. En ne présentant que 2 candidats, la majorité laissait effectivement présager qu'elle ne faisait pas bloc pour voter sur les 3 là. Donc, alors, pour bien démontrer que vous allez faire bloc, eh bien, tout simplement, je présente ma candidature et vous allez voir le résultat. Bien. Alors, ensuite, Monsieur Berger. Comme il y a une demande extrêmement puissante, moi, je me propose aussi, dans ce cas. Voilà, d'accord. Donc. Tu te présentes? Ah ben, je retire ma candidature, alors on va pas se bagarrer là. D'accord. Dans les noms. Bien. Alors, et moi, qui joue le rôle qui est le mien, propose que le groupe majoritaire retire une candidature et que la candidature d'Emmanuel Berger soit intégrée. Bien. Pascal Franjamort retire sa candidature. La proposition qui est faite, c'est que Jean-Louis Cano, Françoise Berg et Emmanuel Berger soient candidats. Voilà. Des fois, c'est dur de se faire entendre et comprendre, c'est terrible. Alors, je vous propose, soit vous mettez les 3 noms, soit, enfin oui, parce que on n'est pas obligé de choisir les 3 noms. Il faut mettre les 3 noms. Donc, Cano, Berg et Berger. Évidemment, chacun peut rayer en dessous là. Vous mettez les 3 noms sur le même bulletin, vous pouvez en mettre qu'un, en mettre 2, en mettre un autre, enfin bon. Voilà. Je vais appeler maintenant les élus dans l'ordre du tableau, ce qui m'arrange là, en l'occurrence. Hop. C'est un vote à bulletin secret, donc il faut passer dans l'isoloir, ce que j'ai fait. C'est vous qui mange Jackson ou... À voter. Lionel Gérard. Ah oui, c'est vrai. Françoise Berg. Lucien Vigo. Alors, Christine Zatarin, représentée par Pascal Franjamort. Eh ben alors, ça... Ah, mais c'est déjà préparé? Pascal Franjamort. Non, c'est pas. Édouard Kozlowski.
Sylvie Lucchesi-Pali. J'appelle comme ça, vous vous préparez. On gagne du temps. Gérard Keff. Oui. Audrey Pont. Je découvre. Oui, ça me perturbe. C'est plus simple. Mais c'est moins exotique. Oui, c'est moins exotique, c'est vrai. Gérard Lins. Lydie Baggio. Jean-Louis Cano. Laurella Bertin. Anne-Marie Spataro. Gérard Massenet. Nadine Oreillard. Michel Fischer. Rosa Rossi. René Metzinger, représenté par Gérard Lins. Rosa. Il y a un embouteillage là? Metzinger, il a une commission des finances de Cirtum, dans la même date. Liliane Cognard. Alain Savard. Emmanuel Berger. Sébastien Furlan est donc absent. Oui. Non représenté. Antoine Diazio, représenté par Madame Wolf. Prenez les deux, Madame Wolf, oui. Puisque Isabelle Wolf votera ensuite. Anaïs Guessot. Et Olfa Gorsan, représentée par Alain Savard. Combien de votants 28. Alors. Avec M. Furlan qui représente. 28 votants. « 28 exprimés. Cano, Berg, Berger, Cano, Berg, Berger, Berg, Cano, Berger. Ouais, ouvrez les bras.
Berger, Berg, Cano, Cano, Berg, Berger, Cano, Berg, Franche-Jamor, Cano, Berg, Berger, Cano, Berg, Berger, Cano, Berg, Berger, Cano, Berg, Cano, Berg, Berger, Cano, Berg, Berger, Berg, Cano, Berger, Cano, Berg, 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 Berger, Berg, Cano, Berger, Cano, Berg, Berger, Cano, Berg, Berger, Cano, Berg, Berger, Berg, Berg, Cano, Berger, Cano, Berg, Berger, Berg, Cano, Berger. Alors, obtenu Françoise Berg, 28 voix, je ne me trompe pas. Ensuite, Jean-Louis Cano, 27 voix. Emmanuel Berger, 26 voix. C'est bien ça, hein? 28 moins 3, non? 20, non, 25. 25, oui. 25. Et Pascal Franche-Jamor, une voix. Voilà, donc sont désignés représentant notre conseil municipal, Françoise Berg, Jean-Louis Cano et Emmanuel Berger. Je vous remercie et vous souhaite bon travail. Oui, on peut. Le travail commence quand? Le conseil municipal de Briey doit délibérer dans les mêmes termes, hein, sur la création de l'entente. l'entente. D'ailleurs, il faut que m'autoriser à signer la convention. Il va y avoir une convention, évidemment, qui va être passée entre les deux villes. Cette convention doit aussi être rédigée, bien entendu, de la même manière, heureusement. Donc, il me faut votre autorisation pour procéder à la signature de la convention à intervenir. J'imagine que, évidemment, c'est la suite logique. Elle fait l'unanimité. Je ne vois pas d'opposition, d'abstention. Et donc, lorsque le conseil municipal aura délibéré, cette conférence, la conférence de cette entente pourra se réunir et commencera à travailler. Nous aurons au prochain conseil municipal à revenir sur le sujet, puisque là nous rentrerons dans les conditions concrètes, parce qu'évidemment il va falloir rentrer dans les conditions concrètes de fonctionnement de l'entente. Ça fera l'objet d'un point. Nous allons avoir 2 conseils municipaux prochainement. Un, j'ai oublié, je ne sais pas si la date a été fixée, sur le DOB. Le 24 mars. Le 24, le 5 oui. avril. Et un autre le 5 avril sur le budget. Donc le 24 mars, nous aurons à redélibérer sur quelques aspects très concrets, concernant cette entente. Voilà. Mais je suis content que nous soyons enfin arrivés dans cette phase de mouvement sur la Maison du Luxembourg. Ensuite, sur les questions des finances, je passe la parole à Lionel Gérard. Mince. Évidemment. Voilà, merci. Premier point sur les finances indemnités du Conseil 2015 du trésorier municipal. Donc il est proposé, comme chaque année, d'attribuer l'indemnité du Conseil au percepteur, hauteur de 1213,14 € brut. Pas de remarques sur ce sujet, on continue. Je vous remercie. Prise en charge de dépenses pour les visites médicales dans le cadre médical obligatoire dans le cadre du permis de conduire pour 2 salariés à hauteur de 33 € chacune. Bien. On continue. Allons-y. Ouverture de crédit d'investissement à vote du budget 2016, donc pour nous permettre de commencer ou de payer une partie des travaux. Donc aménagement de l'accueil de la mairie, 30 938 € et acquisition d'un logiciel de police municipale, 3 395 €. Pas de remarques? Unanimité, je vous remercie. On continue.
Convention avec le centre de gestion pour mise à disposition d'un agent du service de valorisation des archives communales. Il s'agit de faire un travail de 11 jours sur nos archives, 2420 €. Travail toujours important, ça, sur les archives. D'abord parce que ça nous permet de savoir où on en est, et d'autre part, évidemment, le classement des archives nous permet aussi une accessibilité performante. Et on sait que c'est précieux. Il ne faut jamais négliger ce travail sur les archives municipales. Unanimité, je suppose. Je vous en remercie. On continue. Subvention à Initiative Solidarité Sénégal. Je salue le président qui est dans la salle. Subvention de 13 500 € qui leur permet entre autres, de préparer l'ensemble du voyage, et l'association, lorsqu'elle recevra l'ensemble des subventions des autres partenaires financiers, nous remboursera 6 500 €. Bien, M. Savard, vous voulez intervenir? Oui, d'abord une précision. Nous voterons positivement cette subvention. Néanmoins, j'ai des précisions à apporter. On parle effectivement, et c'est très bien, de solidarité et non pas d'aide. Je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais je me rends compte qu'on s'exprime ici entre nous, entre gens qui savent, qui comprennent, voilà. Et malheureusement, quand on discute en ville, dans la rue, sur les trottoirs, les marchés, les bistrots, etc., on se rend compte que bien souvent, ce qui est de la solidarité, et même bien plus, je vais m'exprimer tout à l'heure, bien plus que de la solidarité, est compris comme une aide, et dans certains cas, avec un phénomène de repli sur soi, on en est à dire plutôt l'Indre-et-Loire que la Côte d'Ivoire, plutôt Alcal que le Sénégal, etc. On l'entend. Et nous avons, à mon sens, en tant qu'Assemblée municipale, un devoir de pédagogie, d'expliquer un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que si on veut parler d'aide, on se trompe lourdement. Les pays comme le Sénégal, à qui nous apportons notre solidarité, sont des pays qui sont exploités par nous. Quand je dis nous, c'est pas nous individuellement ici, c'est nous, les pays développés. Quand on achète un paquet de café, quand on achète, rassurez-vous, je ne vais pas aller loin, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous montrer un morceau de minerai d'uranium du Niger. Quand on achète du chocolat, quand on achète une banane, chaque fois qu'on fait ça, on participe à l'exploitation et au pillage des ressources de ces pays-là. Parce que les producteurs, les petits producteurs, les paysans qui travaillent la terre, qui suent sang et eau pour produire ceci, pour que nous puissions, nous, le payer moins cher, ces gens-là sont payés tellement peu qu'en fait, ils n'ont même pas les moyens de s'acheter à manger. Ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que ce que nous faisons là en termes de solidarité, c'est un remboursement du pillage auquel nous participons tous. Alors, nous proposons, nous, un très court texte, une motion. Nous vous proposons que le conseil municipal adopte une motion. Je vais vous la lire, elle n'est pas longue. La municipalité de Jaf s'est engagée depuis plusieurs années dans le soutien à une démarche de solidarité envers un secteur du Sénégal. Certains parlent d'aide, mais non. Nous n'aidons pas les autres pays dits pauvres, au contraire, nous les exploitons. En effet, la plupart des pays pauvres sont pauvres parce que nous les exploitons. Nous les exploitons, nous les pillons pour pouvoir acheter moins cher nos cacahuètes, notre chocolat, nos bananes, notre café, notre coton, etc. Bref, pour notre petit confort égoïste de pays où les pauvres sont bien plus riches que les travailleurs des pays exploités et pillés. Si nous, pays dits développés, n'exploitons pas les travailleurs qui produisent ces produits en leur payant des salaires de misère, si au contraire nous rémunérions justement leur labeur, nous achèterions plus cher, bien plus cher ces produits-là. Alors quand nous apportons aux pays pauvres une prétendue aide, ce n'est pas une aide, mais un remboursement, à peine partiel, un tout petit remboursement, très loin de ce que nous leur devons, très loin du pillage que nous y pratiquons allègrement. Oui, nous, citoyens de ce pays développé qu'est le nôtre, sommes des exploiteurs, des pilleurs.
Et les pauvres des pays pauvres ne sont pas des profiteurs, mais des exploités, payés avec des salaires insuffisants pour seulement survivre. Certes, nous ne sommes pas maîtres de tout l'ensemble du système de commerce international, de spéculation sur les matières premières agricoles ou autres. Mais, à notre niveau, tout en agissant pour qu'aboutissent les changements globaux que nous souhaitons, nous pouvons en atténuer un peu certains effets. Alors oui, si un tout petit peu des ressources de notre municipalité peut servir à compenser une petite partie de notre pillage, nous nous devons de mettre ces ressources en faveur de ceux que nous contribuons à exploiter. Voilà, notre groupe soumet cette motion à cette Assemblée. Bien. Alors, plusieurs choses. D'abord, je voudrais saluer moi aussi l'activité d'ISS. C'est là l'objet de notre délibération. Cela fait, j'ai pu à l'esprit précisément plus de 10 ans que nous intervenons de manière concertée avec la population de Cassac. Ce n'est pas nous qui décidons de ce pourquoi nous allons à Cassac, ni de ce que nous y faisons. Et à chaque fois que nous nous y rendons, j'ai l'habitude de dire que nous allons retirer de cette coopération plus que ce que nous apportons. Et donc moi je voulais saluer d'abord l'engagement d'ISS. Il y a, je sais pas, plus de 200 jeunes qui sont partis globalement à Cassac. Il va y avoir un départ prochain. Ça signifie des efforts considérables faits par ces acteurs-là aussi, c'est-à-dire ici. Des initiatives visant à participer au financement des opérations, parce que nous n'intervenons que sur une partie relativement modeste, non négligeable, mais relativement modeste du coût réel de ces opérations. Et donc, ça veut dire un engagement fort de la part des jeunes concernés. Donc, je salue ça. Et j'insiste sur le fait que c'est un dispositif qui est pour nous au moins aussi fructueux que pour nos amis cassacois. L'autre aspect est ce qu'évoque Alain Savard. D'abord, vous avez raison de dire que quelquefois se véhiculent des idées nauséabondes. Trop souvent. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui vous a fait décider de quitter le groupe dans lequel vous étiez initialement. Et à l'époque, je m'en étais réjoui. Ce que je continue à faire. Parce qu'il vaut mieux, effectivement, ne pas porter les mêmes odeurs que ceux qui font dans le caniveau. Donc, je m'en réjouis, et ce que vous venez de dire là à l'instant confirme la validité du choix qui a été le vôtre à ce moment-là. Vous avez raison de dire qu'il faut combattre ce type d'idées. Elles sont dangereuses et elles sont fausses. D'ailleurs, elles sont dangereuses parce qu'elles sont fausses. Et vous avez aussi raison de dire, même si vous ne le citez pas, je ne suis pas responsable, moi, de l'exploitation des peuples du monde. Le nous utilisé soit renvoie à personne parce qu'il est trop global et donc ne permet pas de situer les responsabilités. La responsabilité, c'est la finance internationale, c'est le capitalisme dans son acception le plus dur. Donc, moi, j'ai toujours le sentiment qu'il faut appeler un chat un chat. Nous avons ici, depuis longtemps, délibéré, il y a je ne sais combien d'années, contre la GCS, qui est un accord international visant à l'organisation du commerce, de telle sorte que justement soient foulés aux pieds les intérêts bien compris des peuples, qui se trouvent trop souvent sous dépendance, et quelquefois même sous dépendance alimentaire d'ailleurs. Nous sommes en train de nous battre contre cette négociation qui se fait de manière larvée, non publique, honteusement, cet accord qui s'appelle Kafka et qui TAFTA, pardon, mais c'est kafkaïen. C'est TAFTA, kafkaïen parce qu'il se fait en dehors de nous, en dehors des gens, et qu'il se fait surtout contre les peuples.
Il s'agit, pour résumer, de faire que l'ensemble des protections qui existent au niveau des différents pays et qui visent à mettre à l'abri tel ou tel type de protection spécifique ne soient plus protégés et que demain nous soyons les victimes non pas collatérales mais directes d'une marchandisation généralisée de produits qui, pour l'essentiel, seront, dans le sens fort du terme, américanisés. Donc il y a un peu tout ça. Je suis en train de dire que sur le fond, je me réjouis que vous soyez revenus à des considérations qui sont plus en conformité avec ce que vous avez toujours revendiqué. Et en même temps, je pense que d'abord, une telle proposition, il aurait été intéressante qu'elle me parvienne avant, ce qui nous aurait permis d'y travailler un peu et de concevoir quelque chose qui puisse faire l'objet d'un soutien. Dans le terme tel qu'il est posé là, ça me paraît difficile parce qu'il y a trop de choses à retravailler dessus. Je ne suis pas opposé, moi, du tout, à faire que le conseil municipal, sa prochaine séance par exemple, adopte une motion très claire pour prendre sa part dans la lutte contre justement les accords que je viens d'évoquer, contre la GCS, enfin, etc., etc. Donc, je vous propose que ce soit la suite logique de ce que nous sommes en train de travailler et ce qui nous viendra conforter aussi les efforts que nous avons déjà accomplis pour favoriser ce que l'on appelle le commerce équitable, même si celui-ci, attention, il peut être aussi lui-même victime d'intentions belliqueuses, en quelque sorte, et de détournement. Parce que, bon, il y en a certains qui s'entendent bien à ce jeu. Et je termine en disant que la prochaine fête de l'écrevisse et de la grenouille, à laquelle travaille la commission animée par Sylvie, et je remercie tous les membres de la commission pour la qualité de ce qu'ils sont en train de produire, verra aussi fleurir un village du monde, je ne sais plus quel titre il va prendre, mais nous sommes dans cette acception-là pour justement dire que nous sommes une toute petite partie, ou marché du monde, une partie d'un ensemble dans lequel nous avons aussi à afficher des intentions vertueuses. Voilà. C'est bien que nous évoquions sur ce sujet, Lionel. Oui. Merci André. Moi, juste pour ajouter deux petits points. Je veux savoir, dans l'avant-propos, vous avez oublié les blocs de comptoir, pour citer les endroits où des conneries se racontaient. Entre autres sur ISS et sur l'action menée par la municipalité depuis de nombreuses années en direction de Cassac Nord. Et moi, ce que je reprocherais, ce que vous avez proposé comme délibération, en plus de ce qu'André vient de rajouter, c'est que ça sort un petit peu du contexte propre de l'action menée depuis de nombreuses années en direction de Cassac Nord. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez raconté, mais je pense qu'il faut pas mélanger les gens. Je voudrais juste rajouter que à Cassac, au mois d'avril, va se dérouler une grande manifestation avec l'ensemble des partenaires qui ont participé au financement des actions, actions pour les écoles, actions pour les transports, actions pour maternité, dispensaires, actions sur l'assainissement. Je souhaitais dans un premier temps m'y rendre. Professionnellement, c'est compliqué pour moi. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un de Jeuf, représentant la municipalité jovicienne, quelqu'un représentant Ornaval, qui puisse s'engager. Alors, je sais que les délais sont short, mais ce serait bien qu'il y ait une personne et à la fois du syndicat en aval. Je vois bien une vice-présidente s'y rendre, et puis quelqu'un de la ville, et une adjointe. Je souscris à cette intention, c'est bien, ce serait sympa que ça puisse se réaliser. Mais on verra ça. Bien, je vous propose qu'au prochain conseil, on aille vers l'adoption d'une motion. Ça me convient très très bien, moi, d'évoquer ces questions-là.
Je vous propose de terminer, M. Savard, très vite. Oui, juste donc très rapidement. Le but de cette motion est avant tout un but pédagogique, parce qu'ici, nous sommes tous convaincus. Ça me paraît évident. Mais on a un travail véritable, un travail de fond, hein, pédagogique à faire. On le voit bien. La quantité d'abstention et la quantité de votes particulièrement réactionnaires fait qu'on doit être alerté sur le fait que, pour autant que nous soyons convaincus, tout le monde ne l'est pas. Donc on a tout ce travail pédagogique à faire et c'est le but là. Voilà, c'est tout, je vais en rester là. Oui, parce que sinon ça impliquerait de ma part d'autres réactions. Je sais pas comment. Hop. Voilà. Encore une fois, la vérité, elle ne se saucissonne pas et il faut l'établir partout là où on est sur toutes les questions. Donc, à un moment, je suis encore une fois réjoui que nous soyons tous en train de dire qu'il faut alerter l'opinion des énormités qui peuvent être véhiculées de façon extrêmement malveillante. Donc, nous reviendrons sur ces questions-là, questions qu'on évoquait tout à l'heure, parce que moi, je trouve que c'est toujours intéressant. On a déjà, nous, délibéré sur la GCS et sur TAFTA. Mais c'est pas mal d'en mettre une couche. Ok, donc j'imagine que cette délibération est prise à l'unanimité. L'inverse serait plutôt étonnant. Donc je vous remercie. Nous continuons et nous assurons de notre soutien actif notre association et son président. Alors les questions concernant le personnel, Anne-Hélène, tu vas? Ah ben Lionel, allez, vas-y. Ah ben pardon. J'y arriverai. Modification du tableau des effectifs des emplois permanents. Donc, en comité technique, nous avons donné des avis sur les suppressions de postes, uniquement sur les suppressions de postes. Alors, l'avis du comité technique a été défavorable pour la suppression de 2 postes d'agent d'entretien du bâtiment à 24 heures semaine. Et il a été favorable pour un poste d'agent d'entretien des bâtiments à 31 heures semaine. Pas de remarques, pas d'abstention, on continue, je vous remercie. Création de 2 postes d'agent d'entretien des bâtiments à temps complet et mutation d'un poste de concierge en agent d'entretien polyvalent voirie et espace vert. Ok, c'est l'objet d'une seule et même délibération. Aide sociale en faveur des agents communaux, donc il y a les tarifs en pièces jointes. Délibération annuelle, obligatoire, là non plus, je ne vois pas d'opposition, d'abstention, on continue. Et création d'un poste occasionnel de rédacteur pour préparer en fait un départ à la retraite. Ok, merci. Urbanisme, patrimoine. Tu y vas? Allez. Oui. Oui, premier point sur l'urbanisme patrimoine, ça concerne la mise à jour de la liste des logements de fonction pour une nécessité absolue de service. Il y avait 3 logements. Suite à la réorganisation des services au stade et à la suppression de la conciergerie, il vous est proposé de garder 2 logements. Donc c'est le concierge salle Turel, 22 place d'Hôtel de Ville, c'est un F6. Et le concierge salle des sports, salle Jean Wurtz, pour un F3. Bien. Là non plus, pas de souci. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, vous avez reçu le projet de territoire porté par la communauté de communes. Il s'agit que le conseil municipal émette un avis sur ce projet. Alors, c'est assez particulier puisque nous sommes en même temps dans la phase de mise en œuvre de la loi Notré, ce qui peut venir évidemment rabattre les cartes. Nous allons avoir cette semaine, le 4 mars, une première réunion de la CDCI, qui sera plutôt une réunion de travail, et une deuxième réunion qui sera, qui se prononcera, je ne sais plus, ça doit être le 22 mars, je ne sais plus, autour du 22, qui à ce moment-là se prononcera sur les
le projet tel que défini par le préfet. Je rappelle à cet égard que cette loi est inique, puisqu'en réalité, elle donne une faculté extrêmement large d'initiative au préfet. Pour que celle-ci puisse être contrariée, il faut réunir les 2/3 des voix de la CDCI. Et évidemment, vous imaginez bien les contraintes que cela suppose. Néanmoins, donc, il y a actuellement, parce que ça rentre dans un espace calendaire qui est là aussi obligatoire, faculté d'évoquer les projets stratégiques de la communauté de communes. Vous en avez reçu la présentation. Y a-t-il à ce propos des avis? Alors, Jean-Jacques, lors de la commission urbanisme, on a traité de ce dossier. Jean-Jacques a soulevé 2 points. Je vous propose de vous en faire part. Il indique que la question de l'offre de soins, et notamment l'évocation d'une maison médicale à Geoff en pénurie de généralistes, est surprenante. Ce n'est pas le cas. 5 médecins sont présents. Par contre, une réflexion globale sur l'offre de santé dans les environs devrait être menée avec l'ensemble des professionnels de santé. En effet, Jean-Jacques souligne que plusieurs d'entre eux vont prochainement cesser leur activité et que l'offre existante sera sûrement insuffisante pour absorber leur patientèle. Et le deuxième point, ça concerne Jean-Jacques explique ensuite que le lien avec le Luxembourg n'est pas spécifié, alors qu'une maison du Luxembourg doit s'installer prochainement sur Brie et Geoff. Ce projet de maison du Luxembourg devrait aller plus loin pour promouvoir aussi le local. Bon, c'est des points qui ont été soulevés par Jean-Jacques, mais il y en a d'autres, je pense, peut-être Emmanuel. Alors justement, Emmanuel Berger. Alors moi, sur l'aspect, sur le texte, je suis absolument d'accord. J'avais soulevé un ou plusieurs points, notamment sur la page 10 du document, sur l'emploi et la formation professionnelle. Ça manque de détails. Je suis d'accord pour le développement économique des PME. Par contre, ce qui me soucie un peu, c'est que vous parlez de la coopération avec les grands employeurs locaux. J'aimerais bien savoir lesquels. Notamment si on parle des grands employeurs locaux sur la communauté de communes du Pays de l'Orne. Alors, on m'a expliqué que ça allait s'ouvrir sur les autres communautés de communes. Mais si je prends la CCJ ou la communauté de l'Audunois ou la CCPB, quand on voit un peu les entreprises sur les zones industrielles du Chinois, les fermetures de tous ces entreprises-là, je suis un peu perplexe là-dessus. J'aurais bien voulu savoir, donc on m'a quand même montré les personnes qui ont été invitées à cette commission. Bon, j'ai vu qu'il y avait Omega, c'est très bien, mais je pense qu'il manque d'autres acteurs socio-économiques, il manque les pôles emploi, il manque tous ces gens-là, il manque EDF, il manque beaucoup d'entreprises et des gens qui peuvent apporter pas mal de choses. Je pense que eux, pour répondre notamment aux besoins de la formation professionnelle, notamment il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Voilà, mais je suis un peu surpris, c'est trop léger. Voilà, il manque de détails, quoi. Monsieur Savard. Bon, juste 2 choses. D'abord, très rapidement concernant ce que vient de dire Emmanuel Berger, quand on parle des gros employeurs, c'est pas spécifique à la Meurthe-et-Moselle. Ici, on est dans un territoire très étroit. On est dans le col de cygne du Canard, là, Meurthe-et-Mosellan. Et c'est vrai que la plus grosse entreprise du département, c'est la Sovab, avec environ 2000 et quelques emplois. Ensuite, ça tombe tout de suite à 800. Le deuxième dans le département. Mais en Moselle, c'est pas du tout la même chose, sans aller très loin, Henry, etc. Bon, Famec, il y a des entreprises relativement importantes. Donc voilà, sur ce point-là, ma remarque. Ma deuxième remarque, c'est que en ce qui concerne ce projet, il est toujours en cours de travail. Il y a d'ailleurs un élément qui n'a pas été communiqué à l'ensemble des conseillers. Je pense que ça aurait été bien qu'il le soit, mais ça n'empêche pas qu'on puisse considérer ce qui nous est proposé comme un point d'étape. J'insiste là-dessus, non pas un cadre, parce que dans un cadre, on est dans le cadre, on ne sort pas du cadre. Donc si le cadre est déjà défini, on ne peut faire que ce qui a déjà été écrit. Alors que si c'est un point d'étape, on peut encore continuer à travailler. Personnellement, donc, je voterai et notre groupe votera pour ce projet considéré comme un point d'étape.
Bien, écoutez, quelques petites remarques. Je partage d'abord les propositions de Jean-Jacques doivent être, je trouve, transmises, comme celle d'Emmanuel Berger qui demande plus de précision, même si là, tu as raison de dire qu'il faut qu'on pousse plus loin l'avantage en associant des partenaires qui ont d'ores et déjà identifié, eux, des cibles, en quelque sorte, et des secteurs où nous serions sans doute en insuffisance de formation. Ça vaut mieux. Donc, il faut faire remonter cette idée-là. D'autre part, M. Savard, le document que vous évoquez a bien été envoyé à tout le monde. D'ailleurs, je peux dire que c'était aussi sur une demande de votre part à laquelle j'ai accédé. Donc voilà. L'autre aspect, mais il me semble que si, oui. Enfin, c'est pas grave. L'autre aspect, c'est que quel que soit le document, dans quelque domaine que ce soit, je ne considère jamais qu'un document est figé. Il est obligatoirement soit un élément de démarrage, c'est pas le cas, ou un élément d'étape qui a vocation à dire vers quoi nous voulons aller, mais qui ne peut pas, heureusement d'ailleurs, je ne me sentirai jamais ficelé par un document qui aurait été, excusez-moi du terme, pondu à un moment et dans lequel nous serions un peu à l'étroit. Donc je rassure là, de ce point de vue-là, ce qui vaut dans ce domaine vaut aussi dans d'autres. Ce n'est pas, et je pense que la Petite Commune est dans cet état d'esprit. Allez-y pour une dernière réaction. Oui, c'est pas une réaction à ça, c'est simplement que je suis absolument désolé, mais il y a à peu près 3 semaines, j'ai convoqué une réunion à côté de Colombey-les-Belles, et comme je l'ai convoqué, il m'est difficile de ne pas y être. Donc je suis obligé de vous quitter maintenant et de prendre la route pour le sud du département. Bonne route, Colombey-les-Belles, c'est pas tout près. Bien, on va donc, j'imagine qu'il y a unanimité, mais on va donc faire remonter les différentes remarques qui ont été exprimées. Ok ? Alors le point 4.3, je vous propose de retirer ce point tout simplement parce que nous n'avons pas encore reçu, nous pensions que ça allait être le cas, nous n'avons pas reçu l'estimation du service des domaines. Et donc il nous faut l'estimation pour... c'est dommage, mais enfin, ça passera à l'occasion du prochain conseil municipal, je l'espère. Par contre, je vous propose sur le point 4.4 de valider le prix de vente tel qu'il est posé et évidemment de rassurer la personne qui était concernée quant au fait que le conseil municipal ne s'oppose pas à la vente de cet appartement dès que c'est la délibération qui doit se trouver modifiée, mais je vous propose de valider le prix de vente parce que nous avons la faculté de le de valider l'offre de prix et la personne concernée, c'est Madame Rose Fiorino qui souhaite acheter l'un des 2 appartements que nous avons réhabilités sur la partie haute de la maison Corradini. Donc il y a un 2e appartement, elle prend le plus petit. Le petit, le 2 bis. Et donc le 2e reste toujours en vente. Donc vous avez vu la délibération, il s'agit de m'autoriser évidemment de procéder à la cession et de signer l'acte notarié, que ce soit moi ou mon représentant. Pas de remarques sur cette hypothèse, je vous remercie. On continue donc. Alors la flotte automobile, décidez-vous. Là, on est sur les questions financières. Avenant numéro 4 au marché d'assurance de la flotte automobile. Donc, il y a eu des modifications de notre parc automobile. Il s'agit d'ajuster les cotisations. Pas de remarques ? Pas d'abstention. Je vous remercie. Un groupement de commandes entre nous et nous ? Non. Entre nous et le CCAS. Mais oui, mais il faut plaisanter de temps en temps. Donc, entre la ville et le CCAS, qui a évidemment légitimité et qui est autonome dans sa gestion, ce qui explique la nécessité d'une convention entre nous et nous. Donc, je vous propose d'adopter cette convention pour nous permettre, bien entendu, de conduire ensemble les commandes que nous aurions à passer.
Pas d'opposition, j'imagine, Donc là-dessus. là, c'était sur les prestations d'assurance. Ouais. Ensuite, un groupement, même principe, groupement de commande avec la communauté de communes du Pays de l'Orne et la ville d'Auboué et la ville de Jeuf sur fourniture de bureaux et produits d'entretien. Ça, c'est nouveau. Comme proposition, c'est la première fois que nous sommes dans cette phase. C'est une faculté que nous avions envisagée aussi avec la ville de Briey. Elle n'a pu se mettre en route que formellement. Et là, on envisage donc un groupement de commandes de cette dimension. C'est intéressant. C'est intéressant. Et ça, oui, c'est évolutif. Oui, absolument. Unanimité, j'imagine, on continue. D'accord. Une information sur le fait que, mais ça, c'est presque un réflexe, je serais tenté de dire, qui contribue aussi à la transparence. Sur le fait que nous éditions sur notre site, c'est une décision que j'avais portée il y a de cela 1 an et demi, ou je ne sais plus quand, de l'ensemble de la liste des marchés publics supérieurs à 4 000 euros, qui sont diligentés par la ville. Donc les choses se font régulièrement, voire même au fur et à mesure. Travaux d'accessibilité. Alors, nous sommes dans une situation un peu paradoxale. Pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, je constate, non sans satisfaction, que notre ville, pour avoir encore beaucoup à faire, a néanmoins déjà beaucoup fait. Et que ça nous place relativement à l'importance de notre patrimoine dans une situation intéressante à l'égard aux villes de même strate. C'est un constat, mais néanmoins, la loi nous conduit à une obligation maintenant temporelle qui fait que il nous faut accélérer considérablement le processus. Même si, pour ma part, je souhaite, parce que la loi en dispose aussi, que nous ayons faculté à échelonner un peu plus l'effort à conduire, qui relève cela selon l'étude, c'est l'ANA, je crois, c'est le CAL. Le CAL, Centre d'amélioration du logement, qui a réalisé à notre demande une étude globale sur les équipements de la ville, et si on devait, sans hésiter et sans revoir dans le détail cette étude, sachez que ça porte sur un montant global de l'ordre de 1,3 million, 1,4 million euros. C'est énorme. Alors, avec les services, nous sommes en train de revisiter tout cela. Mais sans doute, faut-il admettre que nous serons à terme dans la perspective de réalisation d'1 million de travaux, à peu près, ce qui devrait nous permettre d'être à niveau sur l'ensemble de nos équipements. 1 million de travaux, je souhaite pour ma part que nous ayons, que nous ordonnancions ces travaux et que nous ayons 3, 6, 9 ans pour les réaliser. À condition de remplir, il nous faut, pour avoir cette faculté d'échelonnement, il nous faut remplir une condition. 3 conditions. On gère trop bien la vie. Alors, l'une des conditions, c'est d'être surendetté au-delà de ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas assez endettés. Alors, c'est en cela que je relève un paradoxe. En creux, c'est un compliment. On nous dit, vous n'êtes pas assez endetté. En réalité... Donc vous avez les moyens pour faire. Oui, c'est ça. Eh oui, et donc vous avez les moyens pour faire. En réalité, nous savons, pour toutes les raisons, je ne vais pas les expliquer ici, on y reviendra, que la situation est tendue ici comme ailleurs, mais ici peut-être plus qu'ailleurs. Je rappelle que nous avons subi des contraintes que peu de villes ont subies. Et donc on n'est pas suffisamment surendetté pour accéder à une faculté qui est offerte à ceux qui auraient eu une moins bonne gestion que nous. Je ne sais pas où va la prime, là, de ce point de vue-là, si c'est l'encouragement à faire n'importe quoi, n'importe comment, ou l'inverse. Donc, on est bons élèves, donc on est punis. On n'est pas surendetté. Hein. Non. Je ne te dis pas suffisamment surendetté. Non, on n'est pas surendetté. Non, pas surendetté. Ah oui, j'ai dit ça. Oui. Ah, j'ai dit ça. Non, on n'est pas assez endetté.
Oui, tout à fait. Si j'ai dit ça, oui. On n'est pas suffisamment endetté, c'est fou. Donc il faut le faire, quoi. C'est une logique là qui m'échappe relativement. En dehors du fait qu'une ville surendettée n'aurait pas la faculté de faire ça, je l'entends quand même. Mais néanmoins, procéder à cette classification me paraît quand même pas très éthique. Par contre, oui, ah bah oui, réaliser 1 million d'euros de travaux en 3 ans, parce que c'est ça sinon, le tempo. Là, ça peut conduire à un surendettement, bien entendu. Alors je vous informe que j'ai l'intention, évidemment, de rencontrer, et c'est le cas prochainement, rencontrer le représentant de l'État sur notre territoire pour discuter de ça avec lui, pour que nous accédions à cette faculté. Et j'espère qu'évidemment, ça puisse être entendu. Néanmoins, dans un premier temps et pour cette année, je vous propose de déposer des dossiers qui relèvent évidemment des études que j'ai évoquées et en même temps, nous-mêmes, en veillant à intervenir sur les aspects les plus prégnants, les plus saillants, qui fassent que nous soyons amenés à régler ce qui paraît le plus urgent. Sachez que la proposition qui est faite porte à peu près sur un montant global de 300 000 euros. Cela concerne, vous avez eu la liste, mais je le rappelle, l'école primaire Les Tilleuls, maternelle Les Capucines, la salle Parachini, l'espace Vaillant, la maison médicale, la maison Corradini, l'église Sainte-Croix, l'église Notre-Dame de Franchepré, le stade, l'espace associatif Michel Val, la salle Curel, le cinéma Casino, la salle des sports et la mairie. Je relève tout cela. Alors dans tous ces bâtiments, nous avons déjà fait beaucoup, mais il faut voir, hein, l'étude est très pointue, enfin bon. Et ce qui est évoqué là est évoqué dans toutes les collectivités de France et Navarre, et quelquefois dans des proportions tout à fait étonnantes. Donc, mais ce qui signifie aussi que nous sommes, nous, à la tête d'un patrimoine lourd et important pour oui, 17 bâtiments au total sur une commune de cette taille, évidemment, on est avec des équipements qui sont très nettement au-delà de ce qui est rencontré par ailleurs. Donc, je vous propose néanmoins de déposer ce dossier auprès et de la DETR et du conseil départemental. Et nous verrons, il ne s'agit pas pour moi de vous proposer ici cette inscription en budget primitif, il s'agit d'aller chercher les subventions, c'est en fonction du retour, des réponses que nous obtiendrons sur cette demande de subvention, que je serai susceptible de vous proposer une inscription budgétaire, et pas l'inverse. Ce qui s'inscrit doit être pratiquement engagé. Nous n'engagerons que si nous sommes aidés. Hein, ça me paraît plus logique. Voilà la proposition. J'en ai profité pour vous faire un petit point rapide des conditions dans lesquelles les choses sont posées. Oui, Gérard. Quel est le délai que vous avez imparti pour faire Merde, j'arrive pas. 3 ans. Pourquoi on doit faire ça en 3 ans alors que ça a été fait avant et qu'on nous oblige 3 ans? Ça peut déjà être fait, alors, d'abord, alors effectivement, ça aurait dû faire, quand tu dis partout, c'est en France. La loi est un peu plus ancienne et les choses auraient dû être faites, étalées dans le temps. Non, mais c'est-à-dire que nous n'avons pas eu que 3 ans, nous avons plus de temps que cela. Mais la loi date de 2005, on est en 2016. Nous, on a fait déjà un certain nombre de choses, encore une fois. On l'a étalé dans le temps. Maintenant, on se trouve, comme toutes les villes, la loi dit en gros, en 2017, 18, ça doit être terminé. Je sais plus, c'est 17. Hein. Non. Ah oui. Oui, à 2017, ça devrait être au minimum engagé partout. C'est ça qui contraint toutes les collectivités. C'est pour ça que des collectivités demandent des dérogations, mais elles répondent à des critères auxquels nous n'accédons pas pour l'instant, pour étaler sur 3, 6 et 9 ans. C'est vers ça que nous souhaitons aller. Oui. Quand je vais travailler là-dessus, merci, à la CCPO sur le même dossier, on a appris par les personnes qui étaient là, qui sont dans le milieu du handicap, qu'il fallait aussi demander, mais assez rapidement, des subventions à la CARSAT. Voilà.
Donc nous, la CCPO l'a déjà fait rapidement, donc il faut le faire, c'est les premiers demandeurs, sont les premiers servis, bien entendu. Voilà. La CARSAT apparemment aiderait pas mal. C'est CCAS, j'ai transmis le mail au CCAS. Autour de moi, on me dit il faut que ça passe par le CCAS parce que ce sont les équipements qui relèvent évidemment de public qui concerne la CARSAT. Le mail a été transmis. Voilà. Et donc le CCAS est informé et il va diligenter les dossiers nécessaires. Mais merci de cette réaction. Bien, là-dessus, j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. On y reviendra, hein, c'est lourd, hein, ça. Ça peut avoir des conséquences douloureuses. Coopération intercommunale. Alors, il vous est proposé une délibération importante et positive, vraiment, de la part de la CCPO. À l'occasion d'un récent bureau, j'ai porté l'exigence que j'avais évoquée lors des vœux de janvier dernier. Vous vous souvenez des propos que je tenais concernant la charge qui pesait sur nous, sur les bâtiments communautaires que sont, pour Joffre, la piscine et la médiathèque. Et je disais qu'il était temps que l'on engage à nouveau, parce que ce n'est pas la première fois, un processus de diminution de cette charge. Il n'est pas normal que les villes de Mécourt et de Joffre soient les seules à devoir supporter en partie et une large partie des frais générés et une charge générée par l'activité communautaire, alors que d'autres bâtiments, évidemment, relèvent d'une prise en charge totale. Il ne s'est jamais agi pour nous de dire il faut réduire immédiatement à zéro les charges. Ça n'aurait pas, ce ne serait pas sérieux. Il ne s'agit pas de mettre la communauté de communes en difficulté. Ça ne servirait à rien. Mais il s'agissait de sortir d'une certaine longueur sur ce sujet. Cette demande formulée avec force de ma part a été entendue. Le bureau s'est exprimé unanimement. La commission d'évaluation des charges s'est réunie il y a une dizaine de jours, je ne sais plus. Elle a délibéré aussi unanimement. Et le prochain conseil communautaire est saisi d'une nouvelle répartition des compensations qui s'élèverait pour Joffre désormais à 852 482 €. Ça signifie 120 000 € de plus que l'an passé. Nous ne sommes pas au bout de l'effort, mais c'est enfin une marche supplémentaire dans la bonne direction. Donc je le souligne, je m'en réjouis. C'est l'un des engagements que j'avais pris à mes vœux. Il est en train d'être tenu. Donc je vous propose bien entendu de les délibérer favorablement sur cette proposition de compensation. Pas d'opposition, j'imagine, pas d'abstention, je vous remercie. Alors, il s'agit, c'est la délibération historique, toujours. Puis la ville porte bien son nom. Il s'agit de permettre à Entrange d'entrer. Oui, c'était facile ça. Ah oui, là. Oui, mais ne pas le faire, ça aurait été critiquable. Alors, je me suis dit, autant le faire. Bien. Pas de problème là-dessus, c'est unanime. Bien. Alors, vous avez la liste de ces décisions que j'ai eu à prendre depuis notre dernier conseil municipal, ainsi que les déclarations d'intention d'aliéner. Vous en avez la liste complète, j'imagine que vous l'avez consultée. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.